Bonjour, c'est Émilie Horvat. Bienvenue à nouveau dans le podcast Expand créé par Respi+. Ce contenu vous rapprochera des experts du domaine respiratoire qui discuteront des meilleures pratiques dans le but d'améliorer la vie des personnes vivant avec des maladies pulmonaires chroniques. Ce podcast fait partie d'une série qui explore le parcours des personnes souffrant de toux rebelles et de leur équipe soignante. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Maria Sedeno, directrice générale de Respi+, et auteure principale de la série d'éducation en autogestion Mieux vivre pour les maladies pulmonaires chroniques. Et je suis également en compagnie du Dr Louis-Philippe Boulet, pneumologue à l'Institut de cardiologie et de pneumologie du Québec. Le Dr Boulet est actuellement professeur de médecine en titulaire d'une chaire d'application des connaissances d'éducation et de prévention en santé respiratoire et cardio-respiratoire à l'Université Laval. Il est également président du conseil d'administration de GINA et membre de plusieurs sociétés médicales et comités de directifs canadiens et internationaux. Le Dr Boulet est parmi nous aujourd'hui pour discuter de la relation entre la toux chronique et d'autres affections respiratoires, comme les maladies des voies respiratoires supérieures et inférieures. Il abordera certaines de ces relations et les différentes présentations que vous pourriez voir, ainsi que leurs mécanismes. Bonjour Philippe, comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Bonjour, merci pour nous accompagner dans cette série de webinaires sur la toux chronique. Donc, merci. Donc, on voulait parler aujourd'hui plus vraiment le contexte de la toux chronique et comme un peu la présentation de l'association avec d'autres maladies respiratoires très générales. On pourrait parler voie supérieure, inférieure, mais vraiment juste mieux comprendre c'est quoi les types de présentation. Oui, tout à fait. Écoutez, parmi les principales causes des toux chroniques ou persistantes, on retrouve plusieurs problèmes qui originent justement des voies aériennes inférieures et supérieures. Donc, c'est parmi les causes les plus fréquentes. Donc, plus spécifiquement pour les voies aériennes supérieures, est-ce qu'il y a un lien ou c'est quoi le style, le type d'étiologie de présentation dans ce type de circonstances? Oui, alors écoutez, il y a ce qu'on appelle un syndrome de toux originant des voies aériennes supérieures. Là, en anglais, c'est Upper Wyckoff Syndrome. C'est qu'il y a énormément d'entités, de maladies qui proviennent des voies aériennes supérieures qui peuvent causer une toux persistante, étant donné qu'il y a beaucoup de récepteurs de toux dans les voies aériennes supérieures, que ce soit le nez, la gorge, et donc à peu près tous les types de maladies des voies aériennes supérieures, surtout ceux qui sont d'origine inflammatoire, comme la rhinite, la laryngite, sinusite, pharyngite, peuvent causer justement une toux, peuvent résulter en une toux. Il peut y avoir aussi des conditions au niveau de la gorge, comme ce qu'on appelle la dysfonction glottique, qui est une atteinte où justement le larynx est trop sensible et peut se fermer pour un tout, pour un rien, et qui est accompagné d'une toux. Donc, il y a à peu près toutes les conditions qui atteignent les voies aériennes supérieures, que ce soit inflammatoire ou autre, peuvent engendrer une toux, effectivement. Est-ce qu'il est fréquent de trouver des patients avec cette présentation? Oui, effectivement. Oui, tout à fait. En fait, ce syndrome de toux originant des voies aériennes supérieures est vraiment le plus fréquent, en fait, pour ce qui est des causes identifiables de toux chronique ou persistante. Autrefois, on appelait ça souvent l'écoulement nasal postérieur, mais souvent, en fait, il y a plus que l'écoulement. Souvent, bon, il y a plusieurs symptômes, éternuement, écoulement nasal, surtout dans le cas des rhinites, là, avec congestion nasale. Mais la toux est un phénomène prédominant. Donc, c'est parmi, on peut dire, les 3 plus fréquentes causes de toux identifiables, de toux chronique, effectivement. Et donc, qu'est-ce qu'on sait par rapport aux mécanismes qui seraient possiblement impliqués dans ce type d'étiologie de la toux chronique? Oui, eh bien sûr, il y a encore des choses à savoir, mais parmi les mécanismes les plus importants qu'on considère, c'est surtout les phénomènes d'inflammation. Alors, tout ce qui constitue une inflammation peut stimuler les récepteurs de toux. Il peut y avoir aussi des voies réflexes là, neurogènes là, au niveau des nerfs, au niveau des voies aériennes supérieures. Il peut y avoir un réflexe. Il peut y avoir aussi un effet des sécrétions nasales qui tombent au niveau de la gorge, qui peuvent irriter, peuvent causer une toux. Et bien sûr, il y a certaines personnes qui ont ce qu'appelle
une hypersensibilité à la toux. En anglais, c'est la cough hypersensitivity, c'est-à-dire qu'ils ont une tendance finalement à présenter une toux lorsqu'il y a un phénomène qui se produit dans un organe comme justement les voies aériennes supérieures. Donc, ils sont plus sensibles, peut-être parfois pour quelque chose qui irriterait justement, qui ne causerait pas une toux chez un individu. Ces gens-là peuvent avoir une plus grande sensibilité. Alors, c'est certain que, bon, il ne faut pas oublier non plus qu'il peut y avoir des causes environnementales. Alors, bon, il y a des gens qui peuvent être très sensibles à la fumée de cigarette, ça peut les faire tousser, des polluants atmosphériques. Bon, c'est certain que si quelqu'un est allergique, par exemple, au pollen ou à d'autres types d'allergènes, même s'il n'y a pas de rhinite importante ou d'asthme important, il peut y avoir quand même un effet de toux, finalement, lorsqu'ils inhalent ces substances-là. Donc, il y a plusieurs causes. Et bien sûr, l'importance du phénomène va varier selon la sensibilité de la personne au niveau de la réflexe qu'on appelle d'hypersensibilité, qui est un peu une relation entre l'organe cible, qui est dans ce cas-ci les voies aériennes supérieures, et le cerveau. Donc, mais en général, ce sont les principaux mécanismes. Docteur Boulet, quand un patient qui a une hypersensibilité, c'est quoi qu'il explique par rapport à ces symptômes? Comment qu'ils décrivent leur vécu? Écoutez, c'est très variable d'une personne à l'autre. Alors, c'est certain que l'hypersensibilité à la toux se manifeste surtout justement par cette tendance à tousser lorsqu'il y a une stimulation des récepteurs de toux. Encore une fois, comme je dis, c'est variable. Parfois, dans le contexte d'une maladie comme la rhinite, qui est quand même probablement la plus fréquente de toutes ces maladies, les gens vont se plaindre justement d'écoulement nasal, d'éternuement, de congestion. Et bon, ça peut être les premiers symptômes qui indiquent justement qu'il y a une cause spécifique. Mais encore là, pour le même degré d'inflammation ou le même degré d'atteinte au niveau de la rhinite, selon la sensibilité à la toux, cette dernière va varier d'une personne à l'autre. Chez certains, il n'y aura presque pas de toux. Il y en a d'autres chez qui ça va être une cause de toux très importante, justement à cause de ce réflexe qui est accentué au niveau des voies neurogènes, là, des voies en fait, de communication entre les récepteurs et le cerveau. Alors, mais encore une fois, c'est variable. Et donc, dans ce type de situation, pour une relation avec les voies aériennes supérieures, comment que vous envisagez le traitement? Est-ce qu'il y a un processus pour... Ben, écoutez, c'est certain que la symptomatologie va nous guider énormément. Alors, par exemple, il y a des symptômes assez typiques de rhume des foins, entre guillemets, ou de rhinite que j'ai décrits. Parfois, ce sont des conditions un peu moins fréquentes, comme la dysfonction glottique ou l'obstruction laryngée induite par des stimulations. Ça peut être un stridor, donc un bruit inspiratoire, ou l'impression de manquer d'air, justement. Donc, il y a plusieurs symptômes qui peuvent nous mettre sur la piste de ces maladies. Mais bien sûr, si, par exemple, on regarde les voies nasales avec un rhinoscope, là, si on fait un examen du nez, on peut voir justement des signes inflammatoires. Si on fait une laryngoscopie, donc un examen vraiment du larynx, on peut voir des signes justement d'inflammation ou encore justement la fermeture involontaire des cordes vocales dans la dysfonction glottique. On peut également faire une radiographie des sinus, par exemple, où on peut voir justement qu'il y a des signes de sinusite chronique. Donc, ce sont parmi les examens les plus fréquents qui nous aident, en fait, en plus de la clinique et de la symptomatologie, à faire un diagnostic de ces différentes entités. Et parfois, lorsqu'on n'est pas trop certain, on peut faire un essai de traitement pour voir justement s'il y a une amélioration. Alors, bien sûr, pour tout ce qui constitue une inflammation des voies aériennes supérieures, surtout si elle est d'origine allergique, les corticostéroïdes inhalés, nasaux, sont un traitement vraiment de choix. C'est un très bon anti-inflammatoire. Parfois, dans le rhinite, on peut utiliser des antihistaminiques non sédatifs de dernière génération qui peuvent être très utiles. Parfois, on a déjà essayé ce qu'on appelle les anticholinergiques, comme l'ipratropium, mais bon, ça peut aider dans certains cas, mais il y a des petits effets secondaires de sécheresse là, qui sont un peu incommodants. Donc, encore une fois, ça dépend de la cause comme telle. Si c'est une dysfonction glottique, souvent, c'est un peu l'orthophonie, c'est-à-dire une rééducation respiratoire pour que les gens puissent essayer d'éviter justement ce blocage au niveau du larynx lorsqu'il y a une stimulation.
Alors, chaque entité, bien sûr, a son traitement bien spécifique. Dans les sinusites chroniques, bon, en général, les causes infectieuses, ce n'est pas toujours possible, mais c'est surtout dans les sinusites aiguës. Souvent, c'est vraiment un résidu inflammatoire persistant, mais il peut y avoir parfois des situations où il y a une infection chronique qui peut devoir être traitée. Non, c'est important de reconnaître cette situation aussi dépendamment de la présentation. Mais vous saviez au début parler aussi des liens de la toux chronique avec aussi des maladies respiratoires des voies inférieures, comme on parle maintenant de l'asthme, la MPOC. Alors, c'est quoi la différence en termes de présentation dans ces situations? Oui, bien sûr. L'asthme fait partie des 3 grandes causes, là, avec le syndrome de toux originant des voies aériennes supérieures, souvent causé par la rhinite, comme j'ai dit, et le reflux gastro-œsophagien. Donc, l'asthme est une des 3 grandes causes. Donc, cette hyperréactivité bronchique, hein, alors, c'est une cause fréquente. Il y a à peu près 10% de la population qui fait de l'asthme. Donc, c'est quand même pas mal de monde qui peuvent tousser, parce que l'asthme peut causer effectivement une toux persistante. Donc, il y a d'autres causes, bien sûr, dont je ne parlerai pas de façon extensive, comme la MPOC, la maladie pulmonaire obstructive chronique, qui est en général associée au tabagisme. Alors, les gens qui ont fumé pendant très longtemps et qui se manifestent souvent par une toux chronique, on appelle la toux du fumeur parfois, mais il peut y avoir un essoufflement progressif, une intolérance à l'effort progressif. Et les symptômes sont relativement fixes en général, peu variables, alors que dans l'asthme, les symptômes sont souvent variables, varient d'une journée à l'autre, ou si quelqu'un prend un bronchodilatateur, souvent ça peut les soulager complètement. Donc, cette variabilité des symptômes, qu'on peut d'ailleurs mesurer lors des tests de respiration, donc on appelle l'obstruction bronchique variable, est une caractéristique typique de l'asthme, alors que dans la MPOC, c'est plutôt fixe comme anomalie. Donc, de sévérité variable, bien sûr, selon les individus, selon l'importance de la maladie. Il peut y avoir d'autres maladies aussi, comme les bronchiectasies, donc les dilatations bronchiques qui amènent des accumulations de sécrétions persistantes. Souvent, c'est des gens qui expectorent beaucoup, qui crachent beaucoup, en plus d'avoir une toux. À ce moment-là, la toux est un mécanisme un peu de défense pour se débarrasser de ces sécrétions. Mais dans toutes les maladies des voies inférieures, bien sûr, l'asthme est la plus fréquente. Et donc, dans ce type de clientèle, comment on fait l'évaluation de la toux chronique? Oui. Alors, c'est très important pour ce qui est des voies aériennes inférieures de bien regarder le pattern de symptômes, l'aspect des symptômes, bien sûr, et leur variabilité telle que j'ai mentionné, mais ça prend absolument des tests de fonction pulmonaire pour voir s'il y a une obstruction bronchique sous-jacente, donc une spirométrie, de préférence, bien sûr, pré- et post-bronchodilatateur, pour qu'on voit s'il y a une réversibilité significative de l'obstruction bronchique, caractérisée par 12% d'amélioration du VEMS ou plus que 200 cc pour les adultes du moins. Et si par hasard on n'a pas d'obstruction bronchique variable ou pas d'obstruction bronchique, on peut aller pour l'asthme, entre autres, au test de bronchoprovocation, donc avec la métacholine, par exemple. On peut se servir de d'autres façons de stimuler les bronches pour voir si elles se ferment, comme par exemple l'exercice ou l'hyperventilation isocapnique. Mais en général, on sert souvent plutôt de la métacholine, qui est un agent qui fait constricter, qui fait fermer les bronches selon le degré d'hyperréactivité bronchique. Alors, ce qui est important lorsqu'on pense à une maladie des voies aériennes inférieures, c'est de bien voir le type de symptômes qui existent. Il peut y avoir, par exemple, des formes d'asthme, cependant, qui se manifestent uniquement par une toux. On appelle ça en anglais le cough variant of asthma. Là, ça peut arriver, mais souvent, il y a des silements, il y a d'autres types de symptômes. Mais il faut absolument faire des tests de fonction respiratoire et des voies aériennes pour bien documenter justement les anomalies qui confirment le diagnostic à ce moment-là. Si jamais il y a des bronchiectasies suspectées, c'est la radiographie, c'est la tomodensitométrie pulmonaire qui nous aide à faire le diagnostic. Et pour ce qui est des maladies inflammatoires, surtout l'asthme, parfois on peut se servir également de mesures non invasives de l'inflammation bronchique si elles sont disponibles, comme
l'analyse de l'inflammation dans l'expectoration induite ou ce qu'on appelle le FeNO, la fraction expirée de monoxyde d'azote. Alors, il y a différents tests, mais en général, c'est vraiment les symptômes et les tests de fonction qui vont nous indiquer qu'est-ce qui se passe, avec parfois un peu d'imagerie. Bien sûr, en général, on essaie de faire au moins une radiographie pulmonaire pour éliminer des causes graves, comme une tumeur pulmonaire ou d'autres maladies graves. Mais en général, effectivement, c'est les tests de fonction pulmonaire qui vont, avec les symptômes, nous indiquer le diagnostic. Non, c'est important de faire tout le processus d'évaluation que vous expliquez. Et donc finalement, dans ce type de clientèle, encore pour les traitements, encore, est-ce qu'il y a la même chose, est-ce qu'il y a un processus à suivre pour la toux chronique? Oui, c'est très important parce que pour ces maladies-là, actuellement, il n'y a pas eu beaucoup d'études chez les gens dont la manifestation n'était qu'une toux chronique. En général, on suit le même protocole pour les maladies qui se présentent avec d'autres symptômes que la toux ou la toux associée à d'autres maladies. Alors, il y a des guides thérapeutiques qui existent tant pour l'asthme que pour la MPOC, que pour la bronchiectasie. C'est très bien documenté. Alors, si on prend par exemple la MPOC, ça repose surtout sur les bronchodilatateurs, bêta-adrénergiques et anticholinergiques. Dans certains cas où il y a de l'inflammation, entre autres, ce qu'on appelle le type éosinophilique, on peut utiliser les corticostéroïdes. Donc, ça, c'est vraiment la médication de base. Alors que pour l'asthme, la médication de base est surtout le corticostéroïde inhalé par voie buccale, bien sûr, pour les voies respiratoires inférieures. On a tendance maintenant, dans l'asthme léger à très léger, à l'associer avec ce qu'on appelle du formoterol, qui est un bronchodilatateur à action rapide et longue durée, au besoin. Ça assure que le patient va toujours au moins prendre une dose de corticostéroïdes lorsqu'il en a besoin, et ça a été démontré comme étant très efficace. Mais bien sûr, dans les asthmes plus sévères, on augmente les doses de corticostéroïdes selon la sévérité de l'asthme. On s'assure qu'il y a un bronchodilatateur à longue durée d'action, de préférence bêta-2 adrénergique. Sinon, on ajoute dans certains cas plus sévères un anticholinergique. Et on a maintenant, bien sûr, pour les asthmes très sévères, des agents biologiques là, qui sont un peu plus dispendieux, mais qui peuvent aider beaucoup des gens qui ont un asthme extrêmement difficile à contrôler malgré un traitement de base bien pris, bien régulièrement, et d'autres modalités thérapeutiques. Mais c'est en gros, en fait, le schéma thérapeutique, entre autres pour l'asthme que je viens de mentionner. Bien sûr, il ne faut pas oublier les mesures non pharmacologiques. Je n'étais pas oublier cet élément. Il faut faire attention s'il y a des facteurs environnementaux, allergènes, tabagisme, un surpoids qu'il faudrait corriger. Il y a plusieurs éléments comme ça qui peuvent aider énormément à mieux contrôler la maladie. En fait, c'est justement ma dernière question. Si vous savez comme des mots de la fin pour vos collègues ou des éducateurs en maladie respiratoire, c'est quoi les facteurs à suivre? C'est quoi vraiment des mots importants ou des éléments à ne pas oublier? Oui. Ben, écoutez, je pense que ce qui est important à retenir en particulier, c'est que si on a une toux persistante, toujours penser aux problèmes des voies aériennes supérieures ou inférieures. Écoutez, habituellement, les symptômes sont assez typiques pour ce qui est des voies aériennes supérieures, mais s'il y a un doute particulier, on peut toujours référer à un otorhinolaryngologiste pour qu'il fasse une bonne évaluation. C'est parfois plus difficile ou même très difficile de trouver une dysfonction glottique ou un problème de ce type sans qu'il y ait un ORL qui fait une laryngoscopie, parfois même lors d'une provocation bronchique. Alors, mais en général, on peut faire un essai thérapeutique avec les traitements usuels de la rhinite, comme j'ai mentionné. Mais bien sûr, si on suspecte de l'asthme ou une MPOC, il est très important, bien sûr, de considérer, outre peut-être une radiographie de dépistage, bien sûr, les tests de fonction pulmonaire. C'est un des grands problèmes que nous avons présentement. Souvent, les gens ont un diagnostic d'asthme ou de MPEC sans qu'il y ait eu de test de fonction pulmonaire. Et on a bien démontré dans des études que souvent, il y a un surdiagnostic, alors que même parfois, il y a un sous-diagnostic. Donc, on a des problèmes de diagnostic si on ne fait pas des tests objectifs pour bien démontrer justement les stigmates physiologiques de ces maladies-là. Bien sûr, si on suspecte des bronchiectasies, j'ai parlé de tomodensitométrie, mais le moindrement qu'il y ait un doute en soins de première ligne, je pense que c'est important quand même de référer à la spécialité pour qu'on aille un peu plus loin au niveau de l'évaluation de ces cas. Et comme je disais, même dans l'asthme, si ça devient sévère, on a des mesures comme
l'inflammométrie ou les mesures inflammatoires qui peuvent nous aider à ce qu'on appelle le phénotypage, donc de bien caractériser ce type de maladie. Ça nous indique à ce moment-là quelle est la meilleure façon de le traiter. Donc, l'importance d'objectiver et si jamais on n'a pas de réponse adéquate à notre traitement ou est-ce qu'on pense qu'il y a la maladie sous-jacente, ne pas hésiter pour vraiment référer pour qu'il y ait une investigation complémentaire. C'est parfait. Merci beaucoup, Dr. Boulet, pour vraiment toute cette analyse, tous les détails qui vraiment, je pense que ça mène la lumière sur les causes potentielles et relations avec la toux chronique. Et donc, merci à tous pour nous avoir écoutés aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Nous espérons que vous l'avez apprécié et que vous avez pu tirer quelques enseignements de nos conférenciers. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Il y aura un nouveau podcast la première semaine de chaque mois, alors restez à l'écoute. Vous pouvez également nous suivre sur diverses plateformes de médias sociaux. Recherchez simplement le cours Expand par Respi+.